Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 63e review consacré à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Héritage Sacré était diffusé le 25 décembre 2021 et couvre la fin de la recherche du sort Minacator dans la grotte de purification, la fin de l'entraînement de Dai et enfin les angoisses de Pop. Il adapte de la fin du chapitre 223 jusqu'au tout début du chapitre 226, terminant ainsi le volume 24 et débute les premières pages du 25e tome de l'œuvre d'origine. Bonjour, ici le staff. Cet épisode est sous-traité par le studio Voln et réalisé par Kayona Yamada, un jeune réalisateur qui a déjà eu plusieurs fois l'occasion de faire ses preuves sur la série. Comme pour l'épisode 55, le réalisateur en chef Kazuya Karasawa lui produit un superbe storyboard. Nous pouvons ressentir tout son amour pour le manga dans son découpage, ça peut passer par des arrière-plans ou des mises en scène spécifiques. Du côté de la direction de l'animation, nous retrouvons de nouveau 4 personnes différentes et le soutien du studio Gram. Tous ces animateurs effectuent leur début sur notre série fétiche. Le tout est supervisé par Naoko Yamaoka, pour un roulement qui semble s'être stabilisé depuis l'épisode 56. En effet, les 4 personnes à ce poste alternent enfin de façon logique. Il est enfin temps d'analyser ce dernier épisode de l'année 2021, et nous pourrons voir ensemble qu'ils ne l'ont pas pris à la légère. Allez, c'est parti. L'épisode débute tandis que la coterie de waifu tombe dans les tréfonds de la grotte de purification. Cette chute complique considérablement leur parcours et comme 10 heures se sont déjà écoulées, il faut malheureusement faire marche arrière. Cependant, Leona refuse d'abandonner et mise le tout pour le tout en poursuivant la recherche du sort Minacator. Dans les planches d'origine, le regard de la jeune femme était rempli de détermination et on pouvait bien sentir le poids des responsabilités qu'il y avait sur ses épaules. Sans cette magie, impossible de vaincre Vern, et contre un adversaire aussi puissant, l'équipe n'est plus à un miracle près. En quelques phrases, notre princesse préférée a pu galvaniser le groupe. La case dans laquelle elle se tenait le poing levé était d'ailleurs ponctuée d'un arrière-plan particulier pour renforcer cette sensation de leadership. Flora a décidément bien fait de la choisir comme dernier disciple d'Avan, et l'adaptation nous offre un magnifique plan harmonie pour conclure cette scène de franche camaraderie. Pendant ce temps, Dai continue de s'entraîner avec Nova qui lui sert de mentor, et à ce sujet, il y a souvent des discussions autour du réel niveau du héros du Nord. Cet entraînement en dit pourtant long sur ses capacités. En effet, rares sont les adversaires de Dai qui auraient pu encaisser autant d'Avanstrash sans broncher. Notre jeune héros commence à maîtriser l'Avanstrash de type Arrow, c'est-à-dire les envois d'aura à distance. Mais comme Dai ne peut plus utiliser Dragonicora sans son épée, la puissance de cette attaque serait trop faible pour combattre Vern. La puissance du type Break est donc obligatoire pour percer les attaques de l'empereur, mais prennent trop de temps à charger. Il faudrait réussir à trouver une façon de conserver les deux avantages. La réalisation ici diffère légèrement du matériel d'origine. En effet, quand Dai semble avoir une idée derrière la tête après s'être gratté la boîte crânienne, un zoom a été fait sur son œil dans le manga, alors qu'ici c'est le contraire, avec un dézoom sur son visage. On serait curieux de savoir quelle est votre version préférée. Notre jeune héros semble avoir enfin trouvé une nouvelle attaque, et le plan de l'épisode reprend l'esprit du manga avec un fond derrière le personnage prêt à tester sa découverte, ce qui concluait le chapitre 223 du manga. Une réflexion de Nova a toutefois été supprimée ici, dans laquelle il se disait que Dai avait un air un peu plus penché que d'habitude. La mise en scène est assez rudimentaire, avec un zoom sur l'œil de Dai. Dans la case de base, un effet de vitesse et de puissance était mis en valeur avec une forme de dédoublement au niveau du visage de notre héros. L'attaque semble dévastatrice, et sans son aura blade, Nova serait mort à coup sûr. Dans le manga, on ne voyait pas tout de suite l'effet de l'attaque, nous avions juste une case sur le visage du héros du Nord en train d'encaisser l'assaut. Ça n'est que quelques pages plus tard que nous le retrouvions, avec des pupilles vides et l'épée détruite, halluciné par la puissance de Dai. On est de retour avec les waifus, et elles arrivent enfin au 25e niveau, devant l'hôtel permettant d'obtenir Minacator. Toute la scène d'introduction de cet endroit est inédite au manga. Nous avons ainsi droit à un plan absolument splendide dans lequel la princesse revêt son pendentif avec grâce et allégeance. Leona est vraiment sublimée durant ces quelques secondes, un véritable bonbon pour les fans. Les monstres débarquent, et les attaques aériennes de Mam sont bien mises en valeur. Le bestiaire de Dragon Quest est repris avec des adversaires terriblement puissants, tels que le golem, des cyclopes, et aussi des Sylvapithèques. Ces derniers rappelleront d'ailleurs aux fans du jeu vidéo l'effroyable dernière ligne droite de Dragon Quest 2. C'est à partir de ce moment que l'intrigue reprend celle du manga. Vous pouvez voir la pauvre Mam tout essoufflée et demandant aux autres de rester près de Leona. Une large case verticale nous montrait combien les jeunes femmes étaient en danger et entourées par une nuée de monstres. Leona tente de se lier au sort, mais est entourée de flammes qui sont une illusion mais qui sont pourtant bien réelles dans l'esprit de la jeune femme. Quelques changements ont été opérés au niveau de la localisation. Ici on parle d'énergie mentale et de brasier d'âme, tandis que dans la traduction de Fédo à la Modière, il était question d'énergie vitale, et ces flammes représentaient l'âme de Leona. Si la force intérieure de la princesse venait à ne pas être à la hauteur, elle serait brûlée vive.
La mise en scène de l'épisode est vraiment très intéressante à ce moment, en mettant en premier plan Mam en train de se battre vaillamment contre des monstres, tandis que la reine Flora explique le but du rituel. Cela permet de garder une tension importante tout en avançant le côté scénaristique. La musique est également très réussie, avec des sonorités qui, comme dans l'épisode précédent, rappellent les mélodies présentes dans les donjons de certains Dragon Quest. Une voix retentit dans l'esprit de Leona et lui demande de révéler le contenu de son âme et ce qui la motive à vouloir ce pouvoir. La princesse a foi en l'être humain, en son royaume. Au-delà de son désir de combattre le mal, elle pense que ce qui a été légué par ses ancêtres mérite d'exister. Une scène inédite apparaît d'ailleurs à ce moment-là, dans laquelle Flora utilise des sorts Mera, ce qui renforce une fois la sensation de danger immédiat, et c'est plutôt une bonne idée. Leona hurle avec détermination de son désir d'obtenir ce pouvoir, et son regard à ce moment adapte très bien la planche d'origine, dans laquelle on pouvait ressentir toute la force intérieure de la princesse. Dans le manga, son corps était immaculé de blanc, comme s'il était empli de l'énergie du sort. Cette sensation est reprise tout de suite après dans l'épisode, avec un plan qui fera peut-être penser à Sailor Moon. Les flammes sont dispersées, et le groupe se donne la main afin d'invoquer Minacator. Ce passage était réalisé sur 2 pages dans le manga, avec un découpage des cases incroyablement dynamique. La princesse semblait si forte et sereine que l'on comprenait immédiatement à quel point ce sort était dévastateur contre les forces du mal. Il est d'ailleurs tellement puissant qu'un pilier de lumière est visible dans toute la région, ce qui arrête à la fois l'entraînement de Dai mais aussi celui de Pop. Notre pauvre magicien s'inflige le martyre dans un environnement chaotique qui reprend à la perfection la planche de base. Dans cette adaptation, on peut le voir invoquer Béthane sur lui-même, ce qui n'apparaît pas dans le manga. Le jeune garçon tente d'aller au-delà de ses limites pour faire briller son insigne, mais rien n'y fait. La pluie commence à couler en même temps que ses larmes. Une musique triste nous accompagne dans la torture mentale de Pop, tandis qu'il énumérait les origines de ses frères d'armes. Dai est un chevalier dragon, Leona une princesse, Mam est la descendante des héros d'antan, et Yunkel est un guerrier élevé à la fois par les forces du bien et du mal. Pop est le seul à être différent. Le travail de Senseiyu Toshiyogi Toyonaga nous emporte dans le désespoir du jeune homme. La mise en scène est aussi respectueuse du matériel d'origine, dans lequel plusieurs plans étaient un véritable crève-cœur, avec un Pop dont le regard était tout d'abord caché dans la pluie, tandis qu'il regardait sa main avec impuissance. Les larmes du jeune homme ont dû marquer tous les lecteurs tant qu'il ne méritait pas cela. Le chapitre 224 se concluait ainsi sur ses tourments, tandis que le jeune homme était effondré. Dans cette adaptation, on peut voir Pop se téléporter, ce qui n'apparaît pas dans le manga. On le retrouve ainsi tenté de trouver des réponses chez Matorif. On peut d'ailleurs voir que le jeune homme porte encore les traces de son entraînement, tandis que dans le manga, il était propre comme un sous-neuf. Le jeune homme est incapable de lui avouer pourquoi il est venu le trouver. Un lien très profond s'est créé entre notre disciple et le vieux mage, à tel point que celui-ci a tendance à ressentir la même fierté que celle d'un père pour son enfant. S'il existait un insigne de Matorif, Pop l'aurait eu depuis longtemps. Le sourire du vieil homme à ce moment-là ressemble beaucoup à celui de Pop quand il essaye de réconforter ses amis, et ce n'est probablement pas un hasard. Ces mots semblent être un véritable électrochoc pour Pop, et dans le manga, un fond particulier ainsi qu'un choix de teinte plus sombre permettait de bien voir à quel point cette remarque l'avait touché. Le jeune garçon quitte son maître, mais avant de partir, celui-ci lui demande d'avoir confiance en lui, et lui révèle toute la fierté qu'il a pour son disciple. La mise en scène est recherchée avec un plan de Pop face caméra, mais faisant dos à son professeur. Le jeune magicien quitte son maître en courant, non sans avoir été touché par ces mots. L'expérience de Matorif parle, et il semble comprendre ce que Pop traverse. Dans le manga, un fond noir et avec des jeux d'ombrage renforçait l'introspection du vieux mage qui était persuadé que son élève traversait l'épreuve la plus difficile de sa vie. Un fond blanc resplendissant apparaissait alors pour nous redonner de l'espoir, car après ce passage douloureux, Pop surpassera son maître sur tous les plans. On retourne du côté du QG de Karl, dans lequel le groupe de Flora est revenu. Leona fanfaronne en disant que c'était facile de récupérer le sort, mais les mines gênées de Mam et Merle en dit long sur leur désapprobation. Leona demande à Dai si son entraînement a porté ses fruits, et Nova révèle que le jeune homme a inventé une nouvelle technique. Une case a toutefois été supprimée ici, dans laquelle les deux héros se regardaient avec connivence. C'est vraiment dommage d'avoir retiré ce passage, car bien qu'il étant fugace, il montrait combien la relation entre les deux personnages avait profondément changé. Une autre case de ce type a aussi été supprimée. Quand un soldat alerte qu'une créature du mal s'approche de la forteresse, Dai et Nova se regardaient aussi, comme s'ils n'avaient plus besoin de se parler pour se comprendre. Quel changement! Et c'est précisément ce type de détail qui enrichit les personnages de Dai. A notre plus grande surprise, Lon Beruk débarque. Dans le manga, un faux suspense était entretenu sur une case dans laquelle il était entièrement dans l'ombre. Le plan de sa révélation a toutefois été conservé, et le forgeron n'a rien perdu de son élégance. Baduk est également de la partie, et hurle face à l'impolitesse des gardes, tandis qu'il tire une petite charrette en bois. Le voyage n'a pas dû être de tout repos pour le vieil homme, qui est ravi de retrouver la princesse. D'ailleurs, dans la case de base,
Les autres personnages étaient à moitié effacés pour renforcer les retrouvailles entre le brave soldat et Leona. Lon Beruk confirme qu'il est bien le créateur du sceptre maléfique de Vern, et que sans une arme capable de tenir la comparaison, il sera impossible pour l'équipe du héros de vaincre. Le forgeron révèle également que c'est grâce à l'épée de Dai qu'il a pu retrouver l'équipe. Une douce musique retentit, la même que celle que nous avions entendue durant la naissance de l'épée de Dai. Tout comme cette épée, la lance de Yunkel est également revenue au forgeron après la défaite contre Vern. Mais comme ces armes sont également vivantes, elles sont revenues au forgeron pour qu'il les rende encore plus puissantes. Dans le manga, ces explications étaient accompagnées sous la forme de flashbacks en arrière-plan, dans le plus pur style de Koji Inada. L'épée de Dai ressuscitée est alors révélée, et ses secrets seront révélés lors du prochain épisode. C'est sur ce plan incroyable de cette nouvelle arme que se concluait le chapitre 225, ainsi que le tome 24 du manga. L'épisode va néanmoins un peu plus loin, et entame le début du volume 25, dans lequel Dai observait sa nouvelle épée. Les effets d'ouverture sont vraiment bien réalisés, et on peut ressentir toute la puissance de cette arme légendaire. Mais sera-t-elle suffisante pour vaincre Vern ? Réponse au prochain épisode. Cet épisode adapte plusieurs passages clés du manga et a apporté plusieurs éléments. Ainsi, plusieurs scènes ont été ajoutées dans la grotte de purification. Nous avons pu découvrir plus en détail l'hôtel du rite et apprécier davantage le combat opposant Mame à une terrible vague de monstres. La princesse Leona a vraiment bien été mise en valeur, avec plusieurs plans magnifiques sur la jeune femme qui monte en puissance et dont le rôle sera décisif pour l'équipe. Les moments de désespoir de Pop ont aussi bien été amenés, avec une adaptation correcte de la scène sous la pluie qui a dû marquer bien des lecteurs par son côté implacable et tourmenté. De même, du temps a été pris pour consolider sa relation avec Matorif, et il était important de laisser s'exprimer l'affection et le respect que se portent les deux magiciens. Pourtant, tout n'a pas été parfait, à l'instar de l'entraînement de Dai qui aurait pu être légèrement plus long et davantage travaillé, ainsi que sa relation avec Nova dont certains plans n'ont pas été repris à notre grand désarroi. Mais on va pas bouder notre plaisir, car l'épisode a bien réussi à adapter les moments les plus importants et nous offrir un superbe plan sur l'épée de Dai en guise de conclusion. Nous attaquons à présent le tome 25 de l'aventure, qui va apporter des scènes anthologiques dont nous attendons vraiment beaucoup. Et vous, qu'avez-vous pensé ? Cette 63e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont évidemment en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, très bonne année 2022, et à la semaine prochaine.